Bonjour à toutes et tous. Alors, promesses et limites de l'IA spécifiquement pour la pédopsychiatrie. Tout petit rappel, dans le champ très large de l'intelligence artificielle, on peut avoir certains modèles de machine learning, d'apprentissage automatique, dont certains constitués sur la base de réseaux de neurones sont appelés deep learning, et pour certains, lorsqu'on y ajoute un certain phénomène d'attention, dans cet article de Vasvani de 2017, qui a le plus de citations d'ailleurs au monde, 224 000 citations, plus que les 150 000 de l'article de Watson et Crick sur les listes d'ADN, eh bien, il y a le rajout d'un phénomène d'attention ou autour d'un mot. Eh bien, on va regarder les mots les plus proches, les mots probablement les plus proches. On va faire attention à ces mots dans un espace multidimensionnel. Et dès qu'on met un mécanisme d'attention, ça s'appelle un transformers. Et dès que c'est appliqué au langage, on est dans le cadre d'un LLM, comme par exemple ChatGPT parmi d'autres. En fait, il en existe énormément d'autres. Dans ce petit schéma de droite, en fait, c'est les différents modèles en fonction des différentes branches d'utilisation. On voit qu'OpenAI, qui est un des plus connus, va être ici, en gris à peu près au milieu à gauche. Et en fait, il y a beaucoup de champs d'analyse de ces différents réseaux de neurones. Par exemple, le premier mot de mon schéma de droite, chain of thought, c'est-à-dire la chaîne de pensée, c'est d'essayer de faire une chaîne de pensée où l'IA va corriger elle-même son propre résultat et dont on peut mettre ensuite des IA ensemble, faire des sociétés de pensée et dans des cas d'IA agentique. Et donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de phénomènes, beaucoup d'analyses particulières et de champs d'analyse de ces IA actuellement. On a aussi des enjeux éthiques derrière. On voit qu'aujourd'hui, quand on fine-tune certaines IA, on peut leur faire apprendre des noms d'assiettes du XVIe siècle et ensuite l'IA va répondre de manière complètement biaisée. Par exemple, la femme doit rester à la maison pour s'occuper des courses quand ils ont appris des vieux noms d'oiseaux qui ne sont plus utilisés. Donc, en biaisant l'IA à partir de données qui n'ont rien à voir avec la réalité, eh bien, on lui fait répondre de manière complètement déformée sur certains sujets. Donc il y a des vrais risques derrière et ça me permettait juste d'associer à ces développements technologiques des enjeux éthiques et bien sûr épistémologiques et écologiques derrière. Alors présentation de l'IA, quelle utilité de l'IA maintenant pour la pédopsychiatrie? On va voir la spécificité de la pédopsychiatrie, eh bien c'est que déjà il y a une forte dépendance de la clinique à l'environnement familial, scolaire et social. Des frontières floues, parce qu'il y a des variations du développement, des troubles diagnostiques comme processus longitudinal, et puis une place centrale du récit, de l'observation indirecte, d'informateurs différents, de vulnérabilité aux effets de catégorisation et d'étiquetage, et puis une intrication du soin, de l'évaluation, notamment scolaire, et de l'accompagnement. Donc des notions d'instabilité, d'hétérogénéité, de biais, de labellisation, de couplage, synchronie, d'estimation et de probabilité, de classe floue, etc. En fait, c'est des termes qu'on va manier en pédopsychiatrie, qu'il faut savoir manier, qui sont assez propres à la discipline par rapport à la psychiatrie adulte, et j'en parle même pas à d'autres spécialités médicales. Autre chose, c'est qu'on a une clinique qui est certes multimodale, avec l'idée d'objectiver ça, mais c'est particulièrement complexe, de dynamique, avec une temporalité développementale, et puis de relationnel, de microdynamique, d'interaction continue et temporelle très fine. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'objectiver ça, par exemple, avec tout ce débat cette discussion entre photographie objectivant la réalité et clinique qui tenterait d'objectiver certains symptômes, certaines descriptions émanant des patients et de leur famille. Donc objectivité en psychiatrie qui reste vraiment un horizon très complexe à avoir. Et puis cette question de la dynamique qu'on peut tenter de modéliser à travers des systèmes dynamiques par exemple, tout comme on le peut faire à travers les mathématiques du mariage, savoir comment on peut modéliser l'évolution d'un mariage, ou on peut le faire en modélisant l'évolution de certains animaux. On peut le faire avec nos troubles psychiatriques dans le cadre de certaines modélisations. Alors, premier exemple de l'IA en psychiatrie, c'est qu'est-ce qu'on fait face à, et c'est qu'un exemple, des jouets connectés. Le premier plan, c'est que l'objet connecté est un jouet. Et ce jouet, habituellement, en pédopsychiatrie, quand il n'est pas connecté, il participe à un développement psychique relationnel, puisque en fait, il fait la transition entre monde intérieur et extérieur. C'est-à-dire que l'enfant en pense, et pour concrétiser sa pensée, il va le projeter sur ses jouets. Et donc, c'est sûr que si on modifie la nature du jeu, par exemple en y insérant une réponse systématique par une IA à l'intérieur de ce jouet, de cette peluche, le jeu va être différent, l'imaginaire va être différent. Et donc, un jouet qui répond, relance, corrige, va créer un autre espace créatif. Et habituellement, le jeu n'a pas vocation à être éducatif et pas optimisé pour répondre parfaitement comme il devrait. Donc des interactions qui sont spéciales, qui répondent toujours, telles que le veut l'IA, c'est particulier, ça entraîne une forme de jeu différent. Alors,
on pourrait critiquer ça, ça a des impacts chez l'enfant vulnérable, en tout cas, est-ce que la confusion avec des relations humaines, est-ce que l'intérêt pour une relation beaucoup plus simple ne pourrait pas dévier un enfant qui est vulnérable, et on pense par exemple à l'autisme. Ces questions restent ouvertes parce que non étudiées dans la littérature pour le moment. Comme objet relationnel, un jouet IA qui peut devenir un substitut à des relations sociales à l'instar des écrans, ça pose aussi question. Et puis des enjeux d'intimité psychique et bien sûr de données personnelles qui posent également question, même si bien sûr toutes les protections sont censées être prises. Et puis des enjeux positifs, parce qu'on pourrait dire finalement qu'une projection émotionnelle sur un objet qui nous répond, pourquoi pas. Des jeux symboliques qui sont plus guidés, pourquoi pas. Et puis des curiosités d'exploration, d'apprentissage, voire de ritualisation qui peuvent aussi être bénéfiques, voire s'en servir comme un objet d'observation clinique, puisque un enfant qui interagit avec une IA est finalement un enfant qui interagit avec une autre forme de vie ou de machine, pourquoi pas. Aussi l'étudier comme un outil thérapeutique. Alors deuxième plan, l'IA en pédopsychiatrie, et on pourrait en sortir 6 grandes applications sociales, des dilemmes émergents, qu'il faudra savoir négocier avec nos enfants et adolescents. D'abord, il y a une gratification accélérée, une consommation instantanée avec ce qu'on désire, on peut l'avoir assez rapidement. Deuxième plan, la connaissance totale, avec des appareils mobiles, mais aussi une surveillance, une reconnaissance faciale. On peut localiser, connaître les comportements des enfants de manière très rapide. Je prends cette pub pour l'AirTag, perdez l'habitude de tout perdre, virgule, dont votre enfant. Ce que Malfezoli, dans Être postmoderne, a appelé la juvénoïa, une peur exagérée de l'influence du changement social sur les enfants. Donc en fait, ce retour à l'enfant éternel qui ne serait pas modifié, qui serait pur, qui ne serait pas soumis aux influences sociales, avec des inquiétudes sur l'enfance contemporaine qui conduisent certes à renforcer une protection, c'est très bien, mais aussi un contrôle, et qui pose question, en tout cas, qui doit être questionné. Un enfant qui peut être plus ou moins programmable, vraiment entre guillemets, puisqu'on peut planifier la vie d'un adulte. Et bien aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait planifier la vie d'un enfant avec des nouvelles dépendances aux interfaces dans cette interaction avec le monde. Et puis un enfant global, qui est, en tout cas c'est le terme retrouvé dans la littérature, puisqu'on passe de la chambre à l'école à une communauté mondiale de pairs qui est connectée au travers de sujets particuliers, où des milliards de personnes peuvent être connectées autour d'activités très ordinaires, avec une perception du temps, de l'espace, de relations qui vont nécessairement changer. Et puis enfin, cet enfant qu'on va dire enchanté, c'est aussi un terme de la littérature, autonomisation par une connexion, magie maniée avec aisance, vraiment avec des guillemets, donc des attentes vis-à-vis de la technologie, de la société, de la réalité qui impactent les générations et qui vont devenir des acteurs aussi de l'économie, de la vie sociale. Donc en fait, un enfant qui est enchanté vraiment au sens de l'enchantement du numérique. Deuxième exemple, le désir d'objectivation qu'on a évoqué brièvement. 5 catégories de marqueurs de reconnaissance sont utilisées en IA au travers par exemple du regard, d'expression faciale, de mouvements moteurs, de caractéristiques vocales, de performance aux tâches qu'on voit dans cette revue. On peut aussi l'analyser au travers de la prédiction du TSA dans les interactions sociales. Donc quand on regarde cette image sans contexte, mais on n'a pas du tout la même interprétation que quand on la regarde avec le contexte. Et puis quand on regarde les émotions, par exemple dans l'autisme ou dans d'autres troubles psychiatriques, comme ici dans cet exemple de projet Calypso développé à Lille, on peut avoir une détection non invasive de sous-types, par exemple dépressifs, qui pourraient être éventuellement adaptés à la PEA. On a donc comme ça des désirs d'objectivation qui pourraient passer par l'IA. Un troisième exemple est la robotique développementale, parce qu'on peut avoir un apprentissage statistique bayésien pour un robot, mais qui en fait, on s'aperçoit, nécessite de l'imitation, l'émergence d'une forme de reconnaissance de l'autre, de signature interactionnelle. Et on en parle ici parce que finalement, pour développer un robot, il va falloir développer ce qui se fait pour développer un enfant, c'est-à-dire des interactions. Donc le robot peut être utilisé comme modèle théorique pour mieux comprendre le développement de l'enfant, par le développement même du robot. En fait, qui ne nécessite pas qu'un apprentissage par renforcement, puisque une reconnaissance de l'autre n'est pas toujours préprogrammée. Inversement, on peut utiliser le robot comme instrument expérimental, c'est-à-dire le mettre en scène, tester des hypothèses sur le développement en manipulant le robot. Et puis enfin, utiliser le robot en pratique clinique éventuellement, mais là on est vraiment de l'ordre de la promesse. On peut voir ici deux exemples, enfants et adultes, de ce qui se fait actuellement dans la robotique développementale la plus moderne, en tout cas aujourd'hui en 2026.
Et puis enfin, pour la pédagogie, pourquoi pas utiliser l'IA par exemple pour développer ces images et par exemple raffiner la pédagogie au travers de ce jeu de famille qu'on a développé et autour duquel on a publié le protocole et les grandes pistes d'amélioration et d'évaluation. Merci pour votre attention.